Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de comment gérer sa carrière MMA, comment se lancer, comment passer de, on va dire, de d'amateur à combattant pro, on va dire quel management faut prioriser, quel club, quelle organisation, et aussi on va, entre guillemets, euh, prendre un exemple, on va dire, moi je vais me lancer dans une carrière de MMA, quels sont les choix qui vont être intéressants pour performer au plus haut niveau, ainsi que, on va dire, maximiser la rentabilité au niveau de l'argent, de la fame, etc. Et pour voir, on va dire, réussir au plus haut niveau. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner, que ce soit sur YouTube. Lâchez-moi un petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Merci à ceux qui donnent de la force, continuez, ça me fait grave plaisir. Donc n'hésitez pas, les gars, juste un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous aussi à ma chaîne Twitch. Et n'hésitez pas à mettre les subprimes, c'est super important. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit en plus. Et les notifications. Donc on va commencer. On va dire qu'est-ce qui est important pour gérer sa carrière pro. On va dire la priorité quand même, c'est vrai que le management est important, mais bien évidemment, tout va aussi se jouer sur le niveau. Et après, les organisations où tu vas évoluer. Et bien évidemment, ta nationalité va jouer, ton niveau d'anglais, mais ce qui va être important, c'est ton niveau. Donc, on va dire que tu veux faire une carrière de MMA. Ce que tu vas prioriser, c'est quand même petit à petit, c'est de faire, on va dire, quelques combats amateurs. Surtout, on va dire, on prend l'exemple français, tu vas faire des combats amateurs, petit à petit, tu vas essayer de monter. L'objectif, c'est d'y aller progressivement, que ce soit sur les combats amateurs. Après, l'avantage des combats amateurs, c'est que même si tu perds, c'est pas important en fait. Parce que sur ton record, c'est pas gardé. Tu peux le voir sur le Tapology, mais sur le record, c'est pas gardé. Donc, plus tu vas faire de combats amateurs, plus c'est intéressant. Après, il faut faire des combats amateurs qui nous permettent de progresser. Faut pas faire dès le début des combats amateurs contre des monstres qui vont te rouler dessus. Peut-être tu vas te blesser, perdre du temps, etc. Faut essayer de monter, on va dire, euh, garder, on va dire, son équipe, son club et tout, et monter avec son club. C'est ça qui est intéressant. Avec, bien évidemment, il faut avoir un club de compétiteurs qui veut que tu montes. Et l'avantage des combats amateurs, c'est que tu peux en faire beaucoup dans l'année parce qu'il y a très peu de combattants amateurs qui cut, on va dire, ou qui cut beaucoup. Donc tu peux te permettre de combattre plusieurs fois dans l'année. Tu peux quasiment combattre tous les mois si tu n'as pas de pépins. Après, bon, je conseille, je trouve le top, c'est tous les un mois et demi, 2 mois si tu y arrives, bien évidemment. Ça, c'est bien si tu n'as pas de blessure parce qu'en plus, c'est du 3x3. Il y a les protèges tibia, souvent, c'est des gants, on va dire, d'entraînement. Donc tu peux moins te blesser, même si tu peux te blesser. Toi, on peut monter pro avec un petit club. Ouais, on peut monter pro avec un petit club, mais la problématique du petit club, c'est toujours pareil avec les clubs. C'est est-ce que tu as assez de sparring partner pour t'entraîner de ton niveau, de ta catégorie. Ça va dépendre aussi de ta catégorie. Si tu es un poids lourd, c'est très compliqué. Si tu es un poids, par exemple, un 61 ou un 57, c'est un peu plus compliqué. C'est bien quand tu es un 70, 66, 80, 77 parce que c'est des poids, on va dire, classiques. Je sais plus où j'en étais. Donc, sur les combats amateurs, ça qui est intéressant, c'est que tu peux en faire beaucoup dans l'année. Si tu as un bon club, encore mieux parce que tu vas pouvoir progresser avec ton club, tu vas pouvoir partir en équipe. Ça, ce qui est intéressant. Si les coachs qui sont dans ton club, le manager qui gère tout ça, ils connaissent le milieu du MMA, ils savent où il faut t'amener, ils voient que le potentiel, après, il faut être bon, hein. La base des bases, c'est quand même être bon en MMA, sinon ça sert à rien. Mais tu peux monter et faire beaucoup d'argent, entre guillemets, sans être exceptionnel. Euh, il y a plein d'exemples, hein. Pour le moment, attention à ce que je veux dire. Par exemple, un Paul Dena, il a entre guillemets un amateur, il est très bon. Il a pas non plus, il est champion de France, etc. C'est très très valorisé. Mais tu vois, il peut encore aller beaucoup plus loin. Mais il a très très bien géré en fait son truc avec sa chaîne YouTube, d'aller au YFC parce que ça te met beaucoup d'exposition parce qu'il y a des organisations amateurs qui te donnent pas beaucoup d'exposition. Pour moi, les organisations amateurs, quand tu sais que tu as un bon niveau, que ça se rapproche du pro, il faut, au début, tu vas faire des petites galas, des petites organisations à droite à gauche en France, etc. Puis peut-être tester les championnats de France, ça c'est intéressant. Et après, ce qui va être intéressant pour aller au-dessus, c'est des organisations comme le PEF, l'AEF, la SURFC qui donnent beaucoup d'exposition, ou YFC. Après, ça c'est autre chose, mais parce que je sais pas si c'est pas comptabilisé comme des combats. Donc voilà, sur ton palmarès, bon. Mais bon, ça peut te mettre bien, on va dire, entre guillemets, en termes d'exposition. Et Paul Dena, il a très bien géré ça. Il a géré sa chaîne YouTube, ouais, devenir pro, etc. Et c'est un tremplin parce qu'en fait,
Quand tu vas devenir pro, les organisations, c'est elles qui vont venir te chercher et pas toi qui vas devoir gratter derrière les organisations. Parce que si tu es un mec qui a, je sais pas, par exemple, tu arrives, tu as 40 000, 50 000 personnes qui te follow sur les réseaux, tu as une grosse, on va dire, tu une grosse hype en tant qu'amateur. Merci Erwan Sylvestre pour le follow. Ça fait grave plaisir. Merci à toi. N'hésite pas à mettre les notifications. Donc j'en étais où? On va dire c'est les organisations amateurs top top qui vont venir chercher. Par exemple l'AEF avec Willy, Sirop qui gère très bien son truc. Et ils ont fait monter des combattants comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces organisations, elles sont énormément suivies en France. Et si tu arrives à faire de belles prestations et gagner, tu peux exploser. Sans forcément être exceptionnel à MMA, hein. Patrick a bien fait de commencer doucement en pro. Bien sûr, maintenant avec le circuit amateur qui s'est énormément développé en France, en Europe, etc., avec tout ce qui est IMAF, les galas, tout ça, il faut en profiter. Il faut énormément en profiter. Il faut faire un max de combats amateurs. Après, moi, il faut trouver le juste milieu. Je dis toujours, vaut mieux commencer, on va dire, trop tard pro que trop tôt. Parce que trop tôt, tu peux vite te faire stopper, te blesser ou te rendre compte que t'es venu trop vite. On va dire, tu as voulu aller trop vite. Vaut mieux commencer, on va dire, je te donne un exemple, à 25, 26 ans en pro qu'à 18, 19 ans et tu te fais ouvrir en deux rapidement parce que c'est pas le même niveau, attention. Même si des fois en pro, il y a des mecs qui sont pas exceptionnels et il y a des combattants amateurs qui ont largement un meilleur niveau que ces gars-là, mais le niveau pro, c'est pas le même. C'est du 3x5. T'imagines 6 minutes de combat en plus, c'est énorme. Il n'y a plus les protèges tibia, il y a les coups de coude, coups de genou à la tête souvent, qu'il n'y a pas en amateur. Euh, voilà quoi, en plus c'est des mecs souvent qui physiquement en imposent, qui ont plus d'expérience, qui savent y faire quoi. Pourquoi Baki est passé si vite pro? Eh bien je vais vous donner l'info les gars. Les combats de Baki, le problème, en fait son premier combat amateur, il arrive, Nani, il se prépare, combat amateur, etc. Et en fait il se rend compte qu'à la dernière minute, changement d'adversaire, il combat un combattant pro. Sauf que quand tu es pro, dans les sports de combat, pas en grappling parce que c'est différent, mais quand tu es pro, par exemple en Muay Thai, en boxe et tout, tu peux plus repasser amateur. Tu es obligé de rester en pro. Donc ça veut dire que le combattant pro, pour qu'il puisse combattre Baki, il fallait que ce soit un combat pro. Donc pour Baki, c'était son premier combat pro alors qu'il s'était préparé pour un combat amateur. Mais finalement, il a gagné. Donc ça, c'est la belle histoire, ça. C'est juste qu'en fait, même si je crois que ces deux premiers combats pro, ils sont comptabilisés comme amateurs parce qu'en fait, le HFC, c'est une organisation suisse. C'est un escroc un peu. C'est un roublard, le big boss du HFC. Je vous donne des infos, les gars. Il n'y a que ceux qui sont là qui sont au courant, hein. Mais en gros, c'est que ils voulaient pas. Parce qu'en fait, quand tu fais des combats amateurs, quand tu as un event, tu payes. Tu payes une bonne somme pour chaque combat amateur. Et en fait, il a fait passer ses combats pro comme des combats amateurs. C'est-à-dire qu'il a payé un peu moins, mais au final, c'était des combats pro. Donc au final, il a fait des économies, le mec. Mais Baki a combattu contre un pro avec des règles pro en 3x5. C'est juste que sur Tapologie, je crois qu'on voit 3x3 ou je sais plus quoi, alors que c'était un 3x5. D'ailleurs, il y a les vidéos et tout. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est passé si vite pro au final. Parce que dès que tu passes pro, tu peux plus repasser amateur. Et c'est ça la problématique. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se construire, de faire pas mal d'événements, d'organisations, de gérer aussi ses réseaux sociaux. Ça, c'est très, très, très important. Et je le dis à tous mes combattants, faites des vidéos. Je sais que c'est chiant, mais forcez-vous à faire des vidéos, à vous filmer. Tous les jours, au moins deux, trois stories sur vos entraînements, votre diète. Vous parlez un peu facecam. En plus, les combattants, ceux qui ne travaillent pas à côté, ils ont le temps de faire ça. Faut pas hésiter même à peut-être se faire aider pour ça, pour les montages, faire des beaux montages, un peu comme fait Baki, Saladin, Morgan Charrière, tout ça. Ils ont beaucoup géré sur les réseaux et ça les a fait péter en fait. Et ça te ramène des sponsors, ça te ramène de l'argent. Les organisations te veulent parce qu'elles savent que tu as beaucoup de monde qui te suit, parce que les réseaux, c'est un peu le nerf de la guerre, entre guillemets. Plus tu as d'abonnés, plus tu as de gens qui te suivent, plus les organisations elles vont bien te payer et elles vont te mettre bien en fait parce que tu es une star et les gens veulent te suivre donc ils vont payer les places, ils vont peut-être payer, ils vont regarder donc ça, ils vont en parler aussi donc ça va mettre la lumière sur ton organisation. Ça c'est important les réseaux sociaux. C'est pour ça en fait que
quand tu arrives au tout début, les premiers combats, tu n'es pas obligé de te tuer sur les réseaux. Mais je pense que ça coûte rien de filmer juste tes entraînements. Tu n'es pas obligé de te la péter. Tu filmes tes entraînements, tu entends des belles photos, des petits montages, tout ça. Voilà, tu motives. Baki a pris vite un hype grâce à YouTube, je trouve. Ouais, avec comment ça s'appelle, les featuring qu'il a fait avec Greg MMA. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait péter le plus, c'est tout ce qui est Greg MMA, Ibra TV, tout ça, tout ça. Ça l'a fait péter sur YouTube. Donc c'est cool. Après, moi, je lui ai dit, hein, en plus. Enfin, c'est pas pour me truquer des lauriers ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais moi, j'avais dit à Baki dès le début, il faut que tu te tues au réseau. Il faut que tu fasses des TikTok. Il faut que tu fasses des vidéos où on voit tes entraînements. C'est motivant, en fait. Et ça, en fait, les gens, quand ils voient ça, ils ont envie de te suivre. Ils ont envie de suivre l'aventure Baïsangour. Ils ont envie de suivre l'aventure Saladin Parnasse. Parce qu'ils te voient sur les réseaux. Ils se disent tous les jours, putain, il s'entraîne dur. Ok, là, il a un combat dans un mois. Il y a des interviews. J'ai envie de le voir et tout. Ouais, regardez, les gars, il fait un entraînement. Il fait un sparring. Il est chaud, le mec et tout. Donc, ça donne envie de suivre. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va être champion de son organisation? Et tout et tout. Donc, ça donne envie de suivre l'aventure. Donc, c'est super important, les réseaux sociaux. Donc, et aussi avoir un bon management. Un bon management qui va te trouver les bons combats, les bonnes organisations, qui ne va pas t'envoyer au bourbier. Bien évidemment, le coaching, ça c'est super important, être bien entouré. Des bons coachs qui te veulent du bien, qui veulent te voir progresser, mais qui aussi vont te dire les choses quand ça va pas, quand tu fais n'importe quoi. Si tu as les moyens, ben, un préparateur physique, un nutritionniste. Si vraiment tu peux, ben, un coach mental, ça c'est le top. Et toute une équipe médicale autour de toi, un bon kiné, masseur peut-être, tout ça, tout ça. Ça, c'est super important. Mais ça, c'est le nec plus ultra. Mais si tu arrives à avoir tout ça, tu es déjà très très bien. Je te jure, ça change tout. Après, ça demande des moyens, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis, développe tes réseaux. Tu auras des sponsors qui vont te payer tous les mois au bout d'un moment. Tu vas pas faire 4000 euros par mois au début. Mais si tu arrives à avoir 300, 400 euros de sponsoring par mois, ben, ça peut te permettre de payer ton loyer, te libérer des charges pour payer ben, soit un préparateur physique, soit de temps en temps aller en camp dans d'autres villes pour progresser, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et quand tu sens que tu as pris une belle expérience en amateur, pour moi, avant de passer pro, le top, c'est d'avoir 10 combats amateurs. Franchement, je trouve que c'est le minimum. Après, en avoir trop non plus, c'est bien, hein, bien évidemment, mais tu vas vite arriver. En fait, si tu as commencé tôt, ça dépend à quel âge tu commences. Si dès 18 ans, tu as fait des combats amateurs, tu arrives à en caler 4 par an, tu peux faire 15 combats amateurs, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tu vas arriver à 21 ans, 22 ans en pro, même 20. On va dire tu en fais, allez, 4 par an. 4 par an, tu fais des combats amateurs, voire 5. Allez, 5 par an. En 3 ans, tu fais 15 combats. 4 ans, tu en fais 20. C'est-à-dire, si tu commences à 18 ans, tu as 22 ans, tu peux passer pro avec 15 combats amateurs. Bien évidemment, ça, c'est si tout se passe bien, etc. Tu n'as pas eu de blessure, tu n'as pas eu de problème pour trouver des combats. Ça aussi, c'est la problématique, c'est avoir des managers ou des coachs qui ont assez de réseaux pour te trouver des combats. Et bien évidemment, il faut être bon, il faut être intéressant pour les organisateurs. Mais tu as plein de petites organisations en France où tu peux faire des combats. Ils ne cherchent pas juste, souvent c'est sur le main, comme main event, mais ils ne cherchent pas des combattants de fou. Ils cherchent juste à bloquer des cartes, avoir des trucs équilibrés, c'est tout. Donc, et après, quand tu vas passer pro, là, faut pas aller trop vite. Faut pas chercher, comme là, enfin, la polémique. Ça parlait de Patrick qui prenait un plombier ou quoi que ce soit, qui a un 2-5. Mais le mec, il a quand même 7 combats pro. Combien de combats par an en amateur, tu penses? Moi, je trouve 5 c'est très bien, 5. 5 c'est très bien. Parce que ça te laisse 5 à 6. Je trouve c'est top. Ça te laisse le temps de te préparer à chaque fois, de récupérer après le combat, de soigner les petits pépins. On va dire pendant une semaine, tu t'entraînes pas, tu soignes les petits pépins. À partir de la deuxième semaine, tu reprends tranquillement, tu essaies de progresser, tout ça, tout ça. Et après, tu te prépares pour ton combat. Et la problématique, c'est que si tu es toujours en préparation de combat, ben, tu ne progresses pas techniquement ou sur ton niveau de base. Parce qu'en fait, tu es toujours en train de faire beaucoup d'entraînement, d'affrontements, entre guillemets, donc tu ne progresses pas. Il ne faut pas en faire trop non plus, je trouve. Il faut être intelligent là-dedans. Quand tu passes pro, tu essaies de trouver des organisations qui sont intéressantes. Par exemple, l'AEF qui fait des combats pro. Le ARES, je trouve, c'est bien pour un début, mais attention parce que ça peut. Ils ont quand même un bon roster, donc ils peuvent te faire combattre des mecs très très chauds. Euh, je pense que la SURFC, ils peuvent faire des trucs intéressants sur le futur, mais 100% fight, c'est très bien aussi en tant que pro. Après, tu peux tomber sur des bourbiers comme Ramzan Jambiev et tout. Mais voilà, ce qu'ils disent, ce qu'ils critiquent Patrick pour avoir pris un mec en 2-5, bon,
Patrick, il joue de ça. Il est très, entre guillemets, je vais pas dire utiliser le mot arrogant, mais il a de l'ambition, il est confiant. Et c'est normal. Tu viens de gagner le championnat du monde de MMA. Pourquoi tu serais pas confiant à l'approche de... Parce qu'attention, au championnat du monde de MMA, c'est du très haut niveau, hein. C'est des mecs qui peuvent être pros. D'ailleurs, c'est les futurs, hein. Les mecs, les Manon Fiorot, Mohamed Mokaev, tout ça, ils sont passés par là, ils sont passés par les IMAF. Donc, il faut pas vouloir dès le début. Nous, Ramzat, quand il est venu à Paris, il a parlé avec Baïsangour, il a dit, arrêtez de croire quand tu as une carrière, quand tu commences, tu vas prendre que des mecs très chauds. Au début, tu construis ta carrière, tu te fais de l'expérience, tu développes tes réseaux sociaux. C'est un peu comme le truc avec Khabib. Ouais, Khabib, il a pris il a le palmarès de ses adversaires, il est pourri et tout. Eh ouais, mais en attendant, il est champion de l'UFC, c'est un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Ça l'a pas empêché d'être. Il y en a, ils vont dire, ouais, c'est pas honorable ce qu'il a fait. Mais au final, en attendant, il est champion de l'UFC. Et il a ramené Islam Makhachev, champion de l'UFC. Il a Ousmane Nurmagomedov qui est champion du Bellator. Bon, ok, il a été chopé pour dopage. Mais il a une vraie équipe. Ça veut dire que. Je dis pas que ses méthodes sont parfaites, mais c'est que ça marche quand même. C'est efficace. Après, peut-être qu'il y a l'effet aussi, comment on appelle? L'effet d'écrémage. Il a beaucoup de combattants, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à passer. Seuls ceux qui résistent, entre guillemets, à la charge d'entraînement, tout ça, qui arrivent à aller au plus haut niveau. Des bonnes potions magiques. Ouais, la problématique, c'est ça. Maintenant, c'est qu'il y a le doute sur Islam. Après, je ne vais pas vous mentir, à très haut niveau, il y a du dopage, mais il y a aussi tout ce qui est intraveineux. Ça se fait, c'est très fréquent. Pardon, excusez-moi, les gars. Petit coup de fatigue. Donc voilà, quand tu passes pro, c'est important de faire les choses bien, de ne pas brûler les étapes. Prendre un 2-5 à ton premier combat pro, je vois pas le problème, moi, les gars. C'est-à-dire que le mec, il a 7 combats pro quand même. C'est pas rien. Même si toi, tu as une énorme expérience en amateur. Peut-être qu'il va le tuer son adversaire, Patrick. Et peut-être qu'il va tomber sur un mec qui est pas si mauvais que ça, qui a juste. Bon, 2-5, c'est pas un palmarès de fou, mais c'est pas non plus. Il faut respecter les combattants. Il va pas prendre, dès son premier combat pro, un mec qui a 3, 4-0. En fait, tu peux le prendre, tu peux gagner. Mais si tu perds, voilà, ben ton premier combat pro perdu, donc tu es déjà en négatif pour ton premier combat pro. Il faut faire les bons choix, il faut être intelligent. N'oubliez pas, les gars, c'est un sport de combat. Tu prends des coups, tu te blesses, tu as le cutting, la perte de poids. Voilà, il faut choisir les bonnes organisations. Donc, et après, quand tu commences à monter, c'est là qu'il faut. Là, c'est quand tu passes pro, par contre, les réseaux sociaux, il faut y aller, quoi. Pour moi, ceux qui se vendent pas sur les réseaux. Après, c'est un choix personnel. C'est sûr, si tu veux juste combattre et voilà, et faire ton kiff et prendre un peu d'argent, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux performer à haut niveau et te faire beaucoup d'argent, tu es obligé de passer par là. Sinon, tu vas pas faire des grosses sommes. Tu vas pas faire énormément d'argent. Et quand même, la motivation, en général, c'est l'argent pour beaucoup de combattants. Donc voilà. Et là, on va se dire, imaginons, je vais être combat pro. Je vais être combattant pro. Je commence à m'entraîner. Je veux faire une carrière MMA. On va dire, je commence à m'entraîner à 13, 14, 15 ans. Ouais, il est comme Selem, Ripo 19, ça va quoi. On va dire, je veux commencer à être pro. Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, une des bases, c'est de trouver. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. C'est super important, l'argent. Parce que ça t'aide dans tout quand tu es combattant. Ça t'aide pour te préparer, ça t'aide pour tes déplacements, ça t'aide pour faciliter dans tout, en fait. Tu vas pas penser tous les soirs, ouais, est-ce que je vais finir le mois? Comment je vais payer mes factures? Est-ce que je vais devoir travailler en plus de mon entraînement? Parce que ça, c'est la pire chose. On donne trop d'importance au palmarès négatif, positif. Le plus important, c'est les victoires, performances d'affilée. Si tu sais créer une bonne histoire autour de la défaite, ça peut être intéressant. Bien sûr, bien sûr. Après, bien évidemment, il ne faut pas se dire je vais être champion de l'UFC si tu as un palmarès de 3-5 ou 3-7. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas remonter, mais ça va être compliqué. Est-ce que l'expérience joue beaucoup lors d'un combat? Les gars, l'expérience, c'est trop, trop important. Mais dans tout, je ne sais pas, vous avez quel âge, les gars, dans le chat, mais moi, j'ai 30 ans. Euh, L'expérience que j'ai eue de mes 20 à 30 ans, elle m'aide énormément maintenant. Je fais attention à plein de choses. J'anticipe, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire. À 20 ans, tu as des gens qui sont beaucoup plus matures que des gens de 30 ans, bien évidemment. Mais tu n'as pas la même maturité, tu n'as pas la même vision des choses. Et pareil, dans un combat, tu sais ce qui va se passer dans ce genre de situation. Tu vas peut-être moins paniquer. On va dire, tu te blesses pendant le combat, tu sais, ça t'est déjà arrivé. Donc tu stresses moins, tout ça. Il y a plein de situations. Il y a plein de situations où l'expérience joue énormément. Donc
Là, j'en ai été à mon récit où je me lançais dans ma carrière de MMA. Déjà, je vais essayer de trouver un bon club qui met en avant les compétiteurs, que ce soit amateur ou pro. Donc, je vais essayer de trouver déjà un bon club pour m'entraîner. Et je vais essayer de mettre en œuvre je vais mettre tout en œuvre pour réussir. Ça veut dire que je vais essayer de bien dormir, bien manger, m'entraîner correctement et surtout m'entraîner intelligemment. Pas juste m'entraîner pour gagner les sparring. Je vais me dire, ok, je dois travailler sur ma défense en anglaise. Et bien, je vais essayer de travailler sur ça. Euh, Petit à petit, tu vas essayer de progresser sur des petits trucs sur ta lutte, sur ton grappling. Tu vas essayer de rester un peu plus longtemps à la fin des cours. Tu vas regarder les mecs qui tournent aussi. Tu vas essayer d'apprendre d'eux. Ok, ouais, un mec qui t'a passé un truc, il a fait un truc intéressant. Ok, montre-moi comment t'as fait. Ok, je vais essayer avec toi, nanana, tout ça. Le MMA, c'est surcoté. Très peu de gens qui se mettent bien financièrement. Mais bien sûr, moi je le dis toujours, tu veux gagner de l'argent, on va pas faire du MMA, les gars. Après, par exemple, au foot, c'est très bien payé le football pro. Mais il y a tellement de joueurs que c'est compliqué d'arriver pro. Parce que tu as énormément de concurrence. Tandis qu'à MMA, tu peux arriver pro et performer. Je ne vais pas dire facilement parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. C'est pas comme. Enfin, le foot, il y a des sacrifices aussi, mais c'est pas aussi important que MMA. C'est un sport de combat, c'est un sport dur et surtout, c'est un sport hybride où il faut maîtriser beaucoup de compartiments du sport, de la discipline. Il y a le sol, la lutte, le striking, le cage control, tout ce qui est diète, etc. Il va falloir réussir les peser, le mental aussi. Très peu de gars sérieux au foot. Exactement, il y a quand même très peu de gars sérieux au foot. Ah, je suis pas trop d'accord avec toi, Tarksplay, parce qu'en vrai, le foot, c'est dur de commencer tard et d'être bon au foot. Je te donne un exemple. En MMA, tu peux commencer à 16 ans en MMA et être pro et être champion d'une organisation. En foot, tu commences à 16-17 ans. Le retard que tu as pris est trop important. J'envisage de commencer le MMA. Je fais déjà de l'anglaise et du kickboxing. Sur quelle discipline je dois m'orienter? Je souhaite pas faire de combat, mais au moins faire des bons sparring. Si tu veux progresser à MMA, il faut faire du MMA. Il faut trouver des vrais clubs de MMA si tu peux. Après, la problématique, c'est que toi, tu vas être bon en striking. Mais il va falloir que tu bosses ta lutte et ton grappling. Ça veut dire mais ta lutte et ton grappling pour le MMA parce que c'est différent. C'est pas les mêmes liaisons, c'est pas les mêmes transitions, c'est pas la même distance. Il y a les coups qui rentrent en jeu. Par exemple, tu vas tomber sur un bon lutteur, mais si tu arrives à le maintenir à distance, à lui mettre la pression, tu travailles bien sur ton anglaise, sur tes déplacements, tes kicks, tu arrives à piquer, même s'il est meilleur que toi en lutte, qu'il a de super bons timings, etc., ça peut être compliqué pour lui, tu vois. Mais je te conseille de trouver déjà un bon club de MMA qui fait du MMA avec des bons coachs, etc. Ça, c'est la base des bases. Mais si tu as un bon bagage en striking, tu vas vite progresser. Il faudra juste que tu mettes l'accent sur ta lutte, ton grappling, et que tu sois sérieux. Même si tu veux pas faire de combat, quoi. Mais ça, c'est important. Et donc, je revenais là-dessus. Il faut trouver un bon club de MMA. Après, tu vas chercher à progresser petit à petit et faire tes premiers combats. Dès que tes coachs te disent, OK, normalement, il faut attendre quelques mois pour faire comme les premiers combats. Je pense 6 mois, c'est bien. Quand tu as 6 mois d'expérience, tu peux faire déjà tes premiers combats. Mais fonce à Atlante, c'est Atlante 177. Je t'ai jamais vu sur le stream, frérot. T'avais déjà parlé ici ou pas? Il y a trop de fantasmes autour des combattants, alors que je suis sûr que même pour un Baki, c'est chaud, les gens ne se rendent pas compte des frais. Comment ça, Tarksplay? J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Walaikum salam, Paris, Parsia, Parisia, je sais pas comment on dit, frérot, excuse-moi. J'espère que ça va. Donc, ce que je disais, c'est qu'au bout de 6 mois, tu peux faire tes premiers combats. Excuse-moi, frérot, désolé. La première fois, tu live quand je bosse à chaque fois, donc j'ai jamais eu l'occasion de venir. Ah, super. Bon, ça fait plaisir. Si tu prends par 100K par combat, c'est pas rentable, je trouve. Ah, t'exagères quand même, Tarksplay. Je trouve déjà, si t'arrives à prendre, franchement, si t'arrives à combattre 4 fois dans l'année, tu prends 10 000 par combat, je trouve ça va. Après, tu vas pas gagner bien ta vie, attention. Mais oui, je suis d'accord, si tu veux que ce soit rentable, je parle pour vraiment être riche et que ça vaille le coup, il faut prendre des grosses sommes. Pour moi, il faut prendre 50, 60 000 euros par combat et encore. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'impôt en fait. L'impôt, ils vont te prendre dans les 40%, tu dois payer tes coachs, tu as les déplacements et tu as tous les frais annexes. Et c'est pas tous les mois que tu gagnes les 60 ou les 60 ou les 50K. Ok, tu vas gagner plus qu'un mec qui touche le SMIC, on est d'accord. Mais tu le gagnes 4 fois dans l'année et tu dois donner de l'argent en fait. C'est pas tu vas toucher les 10 000 ou les 20 000, tu les prends dans ta poche. Oui, mais dans le cas par rapport aux autres sports. Ah oui,
Bien évidemment, un footeux en L2, il gagne 20 fois plus qu'un combattant de MMA. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Moi, quand j'ai fait une formation au Exos, une formation américaine une semaine au nouveau centre de l'AS Monaco. Allez, vivre aux Émirats pour pas payer d'impôts. On peut dire ça. Moi, j'ai vu le quotidien des footeux, les gars. Je vous dis, c'est pas compliqué. Ils arrivent 9h30 au centre. Soit ils font, pour ceux qui sont blessés, ils vont être avec les kinés, les préparateurs physiques. Pour les autres, des fois, ils font un petit rappel, etc. à la salle de sport. Et après, ils vont s'entraîner. À 11h30, midi, ils ont fini, ils se douchent. Ils vont manger au resto du centre. Et après, ils ont fini la journée. Et ils rentrent chez eux. Et voilà. Et c'est ça. Hein. Et ils sont. Là, je parle de l'AS Monaco. Ils touchent des grosses sommes, quoi. Les mecs, ils touchent dans les 60 000, 100 000 euros, voire plus par mois, quoi. Voilà. En plus, tu n'es même pas sûr de gagner. C'est ça. C'est ça la problématique. Tu n'es même pas sûr de gagner. Tu peux te faire vite terminer. Tu peux te blesser. Et le problème, quand tu te blesses, mais tu ne peux pas t'entraîner. En plus, je vous donne tout simple. Regardez le nombre de combattants qui ont signé au Ares. Là, le Ares, ils ont fait des events. Mais il y a quoi? Il y a 20 combattants qui combattent par event. Et le problème, c'est qu'en plus, tu as tout le temps des nouveaux combattants. Donc, tu signes. Il y a des mecs, j'ai l'impression, ça fait un an, on les a pas vus, voire plus. Et c'est dommage. Je pense qu'ils attendent en fait une date, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et j'en étais où donc? Et ouais, je vais essayer de monter progressivement, faire mes armes, entre guillemets, dans des petites organisations qui sont intéressantes. Des petites orgas, des petits galas, petit à petit. Je vais prendre mon expérience. Après, c'est dur, hein, parce que ça demande des fonds. Si tu as tes parents derrière qui t'aident, c'est le top, ça. Qui t'aident financièrement, qui t'aident à, on va dire, à faciliter ta vie de tous les jours, quoi. Par exemple, te faire à manger, tu te prends pas la tête. Merci, Eron 1008 pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à mettre la notification. Si tu veux lâcher un subprime, les gars, c'est gratuit. Combattant, maintenir le poids, blessure constante, cutting, pression de malade chaque combat, petite prime. Ben oui. Et tu prends des coups, les gars. Vous prenez des coups. Donc, tu vas essayer de monter, de progresser. Si tu as tes parents qui t'aident, c'est parfait. Il faut essayer aussi de petit à petit de faire des combats un peu plus intéressants, un peu plus contre des mecs un peu plus forts, développer ses réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je ferai. Chaque entraînement, j'essaierai de faire une petite story, de temps en temps des photos, de temps en temps des vidéos sacs, des vidéos pattes d'ours, des vidéos de temps en temps vite fait de sparring, des trucs comme ça, des petits montages sympas de combats où tu t'entraînes. Welcome salam, ça va ou quoi? Ça va l'équipe? Donc, et petit à petit, avec mon manager, mon équipe, je leur demanderai, ouais, moi les gars, j'ai fait tant de combats, etc. Moi j'ai envie d'aller dans des grosses orgas amateurs, j'ai envie d'aller à l'AEF, j'ai envie d'aller au PEF, à la sur FC. Je te suis depuis tout à l'heure, j'ai dû faire un autre compte. Ah, merci, ça fait plaisir, frérot. T'es le boss. Ce que je voulais dire, c'est, ouais, voilà. Et petit à petit, c'est d'aller dans les orgas comme ça et de prendre la fame de ces orgas. Parce que l'AEF, c'est beaucoup regardé. PEF, pareil, ils font un vrai truc. La sur FC, c'est un truc de fou en vrai quand tu penses. Surtout que mécaniquement, un match à combat, t'as un perdant, un gagnant, alors qu'au foot, 22 mecs sur le terrain, gagnent ou perdent, ça change R. Et surtout, on l'oublie souvent avec le foot par rapport au sport de combat, surtout MMA, c'est que vu que tu combats pas beaucoup, merci Ardashir pour le subscribe, ça fait plaisir. Merci frérot. N'hésitez pas à sub comme à Ardashir, ça fait plaisir. Merci frérot. Surtout, en fait, quand tu es en MMA, quand tu perds, ben, tu vas recombattre dans 2 3 mois. Ça veut dire que tu rumines un peu, tu penses à cette défaite. Elle reste sur ton palmarès. Quand tu joues au foot, tu joues peut-être 2 fois par semaine, ou allez, on va dire une fois au minimum, ben, tu perds ton match le samedi. Mais le lundi, tu repars pour une autre semaine, tu sais que le samedi, tu as un autre match. Donc, ta défaite, ça y est, elle passe derrière. Tu as dit qu'à MMA, tu perds. Les gens, en plus, ils sont durs. Hein. Ok, dans le foot, ils sont encore plus durs parce qu'il y a plus de monde. Mais ils sont durs. Toi, tu as combattu, tu as fait ta perte de poids, ton coaching. Tu perds, tu as une petite hype, tu perds. Les gens, ils vont dire, ouais, il est nul. Ou vas-y, il parle trop. Il croit qu'il. Quand Morgan, il a commencé à perdre, vous avez vu comment les gens, étaient durs. Avec lui, c'était dur. Il a fait dépression et tout. La vie de footeux, les gars. Après, attention, hein, moi, je les défends pas parce que j'ai vu trop de trucs. J'ai pas envie de les défendre. C'est pas aussi facile qu'on le pense, entre guillemets. Mais je les plains pas. Mais c'est n'importe quoi la vie de footeux. Moi, quand j'étais je vous dis, au centre de l'AS Monaco, c'est des trucs tout de bête. Enfin,
bête, on va dire, hein. Mais ils avaient dans les vestiaires, déjà vestiaires de fou. Tu regardes, t'allais dans les vestiaires de l'AS Monaco, il y avait quand tu arrivais en retard, il y avait une sorte de roue. Tu tournais la roue, il y avait un gage, par exemple. Si tu tombais, il y avait un truc, tu tombais, c'est tu devais payer 300 euros de chewing-gum à toute l'équipe. Puis t'avais un truc, c'était pour le coach, s'il arrivait en retard, il devait payer 15 000 euros de resto à l'équipe. 15 000 euros de resto. Il y avait plein de trucs comme ça. Par exemple, il y avait des joueurs à l'AS Monaco, à chaque match, ils changent de crampon. À chaque match. C'est-à-dire les mecs qui font 40 matchs dans l'année, 50 matchs dans l'année, nouveau crampon. Ils avaient des WC chauffés, genre en mode chauffé, vous avez compris, le WC il te chauffe les fesses, quoi. Mais plein de trucs comme ça, quoi. Franchement, ils vivent dans des conditions, vous vous rendez pas compte, c'est des rois, ils sont super bien payés. En plus, c'est des starlettes. C'est-à-dire, ils se plaignent. Des fois, nous, au moment, on s'entraînait sur la pelouse des terrains d'entraînement de l'AS Monaco. Tu pouvais manger dessus. Tu pouvais clairement manger dessus. Tu pouvais poser ta bouffe sur la pelouse et manger dessus. Mais les préparateurs physiques nous ont dit, ouais, là, la pelouse, il y en a certains, ils vont dire, ouais, la pelouse, là, elle est pas ouf pour jouer. Je suis désolé, mais au foot, le plus dur, c'est de devenir pro. N'importe lequel de la Ligue 1 aura un club toute sa vie avec 10 cas par mois garanti, même s'ils font pas d'efforts. Oui, parce qu'après, le foot, il y a quand même beaucoup de talent, même si le travail va jouer. Mais le talent joue beaucoup au foot quand même. Vraiment, à MMA, tu es auto-entrepreneur, en même temps salarié pour Norga, puisque tu dépends d'eux en quelque sorte. Et ouais, c'est ça la problématique. C'est que tu es dépendant en fait des organisations et des events. Là, regardez le MMA GP, il y a eu 2 annulations, t'imagines? Tu te prépares pour un event, il est annulé. Ok, on va dire tu re-signes avec le MMA GP, il est encore annulé. Là, le RS, il te signe pas parce que ben, tu n'es pas dans les top stars du RS. Mais si tu veux monter, il faut bien que tu fasses des combats, etc. C'est pour ça que les réseaux, c'est super important en tant que combattant. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort, même si c'est chiant. Et si tu veux être combattant, ça fait partie du packaging. Tu peux, en fait, c'est soit tu es super, super fort, tu roules sur tout le monde, et de temps en temps, tu mets deux, trois trucs. Mais même ça, en fait, ça va te bloquer, en fait. Parce que même si tu es super fort, si tu n'es pas sur les réseaux, que tu n'es pas connu, les organisations ne vont pas t'appeler. Donc, tu vas être bloqué dans ta carrière. Après, si le combattant gère bien, sans argent, et pas faire de folie. Ouais, mais c'est dur la vie quand même sans en MMA, en dehors des combats, tu fais pas d'argent si t'as pas des sponsors. Quand tu es pro MMA, tu as un salaire chaque mois ou tu as juste une prime lors du combat. Tu as juste une prime lors des combats et tu as les sponsors qui peuvent te payer. Mais ça, c'est les gros combattants, ça, qui ont des sponsors qui les payent tous les mois. Les Baki, les Saladin, les Morgan, les Benoît Senni, les. Peut-être. Je sais même pas si Abdul, il a beaucoup de mecs qui le payent tous les mois parce que j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup de pubs. Euh, mais sinon, t'as rien. Il y a le projet du PSG MMA où ils veulent payer des combattants tous les mois. Mais pour le moment, il n'y a qu'eux qui le font, hein. Sinon, ton argent, tu le gagnes tous les combats. Et c'est ça la problématique. Pour ça, comme je disais, en tant que combattant, il faut monter progressivement. PC de qui ça avance. Mais normalement, il y a un mec qui lui a monté son PC là. Je crois que ça a été fait. Mais vu qu'il est à Haguenau, en fait, son PC, il a monté à Paris. Vu que là, il est à Haguenau, ben, quand il reviendra, peut-être qu'il va stream. J'imaginais pas que c'était aussi dur de vivre de ça. Non, c'est très très dur de vivre du MMA, hein. Il y en a en France, ceux qui vivent du MMA, bon, il y a Cyril, Nassour, Benoît Senni, Abdul, Cédric Doumbé, Baki, je dirais. Il y a qui après? Peut-être William Gomis. Après, Taylor, il doit en vivre, mais oui, il doit en vivre, Taylor, je pense. Après, il fait des trucs à côté, hein. Mais je sais même pas s'il en vit vraiment. Je pense pas, Taylor, en vrai. Manon Fiorot, sûrement, peut-être. Paul Dena avec YouTube. Avec YouTube, ouais. Avec YouTube, ouais. Manon Fiorot, ouais, sûrement, ouais. Après, elle doit pas non plus toucher des salaires de fou vu que c'est une femme, mais elle doit en vivre, ça c'est sûr. Peut-être les frères Younoussov, mais surtout Abou, parce qu'il a beaucoup de bonus, lui, mais que récemment. Et encore. Et encore. Taylor, ouais, son job c'est RMC, donc c'est ça le truc. Vu qu'il combat pas trop souvent, même si tu prends 12 plus 12, comme j'ai dit, avec les impôts, payer les coachs, il te reste sur 12 plus 12, on va dire tu prends 24. On va dire il va te rester 8 000 balles à la fin peut-être. Donc c'est pas énorme, 8 000 balles les gars, si tu combats 2 fois par an. C'est pas... désolé, hein, si tu vis à Paris, le loyer, la bouffe, tous les frais annexes, voilà, Ah ouais, Manafa, t'es sur une série de 7 visionnages d'affilée, t'es vraiment le ref.
T'es régulier, comme tu dis. Si le PSG MMA voit le jour à long terme, ça va changer beaucoup de choses pour les combattants, même internationaux. Imagine après les autres clubs états de foot s'y mettent aussi, ce serait de la folie. Ouais, ça serait top. Pour moi, s'ils arrivent à faire ça, ça serait bien. En fait, l'objectif, c'est d'avoir des superstars. Je pense qu'ils voudraient inviter des mecs comme Nassourdine, Baïsangour, Abdul, Cédric Doumbé, Saladin Parnasse, et faire en fait. Mais après, le problème de faire un club, c'est il faut des sparring partners. Tu ne peux pas ramener que des stars dans chaque catégorie. Il faut des mecs. Faut créer je pense qu'il faut faire le club. Tu ramènes des gens et le top, tes stars, tu les payes, entre guillemets, quoi. Je me demande toujours combien les combattants donnent à leur coach. Ah, ça dépend. Ça dépend. Internationaux, je veux dire américain et tout. En général, ça dépend. Ça peut être, plus tu gagnes, moins tu vas donner en pourcentage. Souvent, c'est un pourcentage. Au début, tu vas donner 10, euh, 10, 15, grand max. Et après, petit à petit, tu vas descendre à 5, 3%. Parce que si tu gagnes 1 million, tu vas pas donner 15% à ton 150 000. Même si je dis pas qu'ils ne méritent pas, les coachs. Attention, hein, là, vous avez vu Ngannou qui a fait un virement à son coach. La MMA, à ce qui paraît, il lui a changé la vie. Je pense qu'il lui a donné. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il lui ait envoyé 1 million. Tu vois. Et ils sont pas super bien payés, les coachs, on va pas se mentir, hein. Mais souvent, c'est ça, c'est un pourcentage. Surtout pour les risques pris. La réalité, c'est que même au top par rapport aux autres, top des autres sports, c'est nul. Mais bien sûr que c'est nul. À part quand tu es top, top à l'UFC et encore. Et encore, quand tu vois le foot, la NBA, là je parle des top sports, NBA. Et en plus, comme je l'ai dit, c'est même pas des salaires que tu as, c'est tu touches tous les mois. Il faut un head coach aussi qui lâcherait son gym pour le PSG. Ouais, je pense qu'on aurait des. Daniel Warren, je le vois. Pour moi, c'est le meilleur truc parce qu'il a pas vraiment de salle attitré, quoi. 16 000 à l'année, c'est dur. Quand même. En plus, c'est une famille à gérer exactement. Mais tu fais combien si tu as plusieurs coachs? Ben, tu les payes. Tu payes, tu donnes 3% à chaque coach, je dirais. J'espère qu'Ali fera pas partie du projet car ça peut envoyer une mauvaise image en France. Ah, il est pas connu, Ali Abdelaziz, après en France. Nabil coach, c'est plus rentable que combattant, c'est à faire une bonne com. Ah, je sais pas s'il y a beaucoup de coachs qui en vivent vraiment, hein. À part Fernand, peut-être Daniel, Warren. Il y a plus de combattants que de coachs quand même. Mais Fernand, je pense qu'il gagne bien sa vie. Daniel Warren, peut-être Aldric Cassata. Peut-être maintenant Johnny Frachet, et encore, je sais pas s'il vit. Quand je dis les gars bien vivre, et ils touchent pas 10 000 euros par mois, les gars, hein. Et c'est beaucoup d'investissement, hein, coach, les gars. C'est beaucoup. Ouais, ça va. Franchement, il me met bien. Surtout, en fait, il me met très bien Baïsangour à chaque fois. Il m'invite, je vis chez lui, je paye rien. À chaque fois, il me paye tout, à manger, les déplacements, etc. Franchement, il me met bien. C'est. Je suis très content de bosser avec lui. En plus, c'est un mec vraiment sérieux. Ngannou a mis la famille de tous ses collaborateurs proches à l'abri. Ngannou, d'ailleurs, ça se voit qu'Ngannou, c'est un mec altruiste qui veut aider le plus de personnes possible. Et c'est pour ça que j'apprécie ce mec. Ce qu'il a fait à l'UFC, en fait, c'est qu'il voulait que les combattants aient une assurance santé, soient mieux payés. Là, ce qu'il fait au PFL, c'est que si tu le combats, tu vas prendre une somme minimum. Ça veut dire que tu vas prendre une très bonne somme si tu le combats. Je pense pas que Cyril Diabaté vive du MMA, les gars. Parce que la Snake Team, avant, c'était une bonne team, mais maintenant, plus personne n'en parle. Cyril, quand il a fait la ceinture intérimaire, c'était 20% entraîneur-manager. Ouais, mais t'as le management et tu payes l'entraîneur quand même. Donc, on peut pas nier que Fernand est un bon manager. Entre guillemets, il a fait combattre John Jones. Euh, enfin, c'est pas rien, quoi. Il a eu des vrais trucs, quoi. Après, moi, je dis pas que c'est le meilleur, mais on peut pas nier qu'il est bon dans ce domaine. Il a un bon réseau. Maintenant, je sais pas si ça a pas chuté un peu. En vrai, ceux qui en vivent, c'est ceux qui ont une salle, qui font du loisir. Ouais, c'est ceux qui font du coaching. Des coachs qui en vivent, c'est à côté de ça, ils font du coaching à côté. Par exemple, on va dire que tu es coach de Benoît Senny. Ouais, moi je suis coach de Benoît Senny, je lui fais les pas d'ours, je lui fais la leçon. Mais il y a des gens, ils vont dire, ah putain, il est coach de Benoît Senny. Moi je touche 5 000, 6 000 euros par mois. Ben, je vais faire 2 séances de pas d'ours avec Daniel Warren. Je vais lui filer 80 euros ou 100 euros la séance. 100 euros la séance, on va dire. S'il en fait 10 par semaine, c'est déjà pas mal, quoi. Il se fait 1000 euros en plus. Ou il arrive à en faire 20, c'est encore mieux, quoi. Des séances, on va dire. Beaucoup de coachs font des stages pour se faire un salaire. Ouais, mais il y en a beaucoup. Tu as beaucoup vu de coachs faire des stages, toi? Et c'est plus les combattants, quand même. Warren, ça devait être précaire vers l'explosion de Benoît. Ouais, ouais.
Pourtant, il était au Brésil, il a coaché des très 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 bons combattants, hein, mais en fait, il y a beaucoup de combattants, c'est des crevards quand même. En fait, ils oublient vite ceux qui les entourent et ceux qui les aident. Il y en a beaucoup. Franchement, c'est top s'il s'occupe bien de toi et de ses coachs. Ouais, ouais, mais bien, mais bien. On n'a pas à se plaindre, hein, heureusement. Mais voilà. Purée, il y a du monde vers la fin du stream, les gars. 19 personnes. Qu'est-ce que vous faites, les gars, au début du stream? Vous dormez ou quoi? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et quand tu arrives, là, on a fait une grosse parenthèse. On va dire, dans mon cas, on va dire, imaginons, j'ai fait une bonne carrière en amateur. J'arrive à rentrer AEF, j'ai fait quelques IMAF, par exemple, championnat de France. J'ai réussi peut-être à gagner championnat de France, peut-être à faire des bonnes places au championnat d'Europe et du monde. C'est là que je vais me poser la question, mais c'est quand qu'il faut passer pro? Il faut trouver le juste milieu entre pas le faire trop tard ni trop tôt. Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux le faire tard que tôt et passer pro. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il va falloir trouver, quand tu as géré les réseaux, les bonnes organisations qui vont te mettre en lumière. Pour moi, la meilleure organisation pro en France, actuellement, même si ça chute, c'est le RS. C'est le RS. On va pas se mentir. Si tu es bon, que tu arrives à bien parler, que tu arrives à gérer tes réseaux, ils peuvent te mettre bien en avant. Mais il y a des organisations comme l'AEF qui petit à petit montent et qui vont faire les choses bien, je pense. Warren avait raconté que beaucoup de coachs au Brésil ou aux États-Unis ont lâché leur coach. Ah, beaucoup de combattants ont lâché leur coach quand ils sont rentrés à l'UFC. Mais ouais. Mais je vais vous dire un truc, d'ailleurs, souvent, les combattants qui changent régulièrement de coach, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et puis, bon, il y a la loyauté, bien évidemment. La loyauté, c'est important, je trouve. Surtout sur des coachs qui ont commencé avec toi depuis le début et qui t'ont fait monter. Après, faut, comme je le dis, quand tu es combattant, il faut être égoïste. Si tu sais pertinemment, après, tu n'es jamais sûr à 100%, que changer de coach, changer de team, ça va te faire progresser, il faut le faire. Il faut le faire. Bien évidemment, il faut le faire avec. Faut le faire bien. C'est pas tu perds ton premier combat, tu es à 10 euros, tu perds ton premier combat. Vas-y, tu dis, allez, c'est bon, mes coachs ils sont nuls. Il faut aussi se poser les bonnes questions. C'est peut-être toi le problème. Parce que le coach, c'est pas lui qui combat. Ok, il t'aide à progresser, il t'aide à gérer les entraînements et tout. C'est ton, entre guillemets, ton maître. Mais au bout d'un moment, c'est toi qui combats, quoi. Warren va raconter. Ah, ok, mince. Là-bas, c'est différent. Tu paies ton coach à la séance. Aux États-Unis, tu veux dire? Si tu payes quasiment rien quand tu donnes 10% sur les premières bourses, c'est quasi gratuit. Exactement. En vrai, tu les payes pas, hein. C'est en mode, tu leur payes le déplacement, quoi. Mais mec, tu fais un combat, tu gagnes 1000, 2000 euros. T'as la moitié, si tu déclares, tu as la moitié que l'État prend, voire 40%. Tu vas donner quoi? Tu vas pas donner 1000 euros à ton coach. Tu peux pas. Il faut qu'aussi tu prennes un peu d'argent. Tu vas donner 100 euros, 200 euros. Des fois, tu vas donner rien, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut donner. En fait, je trouve qu'il y a peu de combattants qui donnent la force à leur coach. Et ça, faudra en parler, ça. Faudra en faire un stream peut-être demain. Mais je trouve qu'il y a peu de combattants qui mettent en lumière leur coach, hein. Euh, Il y a Benoît Senny souvent qui parle de Daniel Warren. T'as Alex Tekena qui parle souvent de Johnny Frachet. T'as Baïsangour qui parle souvent d'Eddie et de ses coachs. Euh, Après, je suis pas tout le monde, tout le monde. Cédric, des fois, il parle souvent de Mehdi Othman. Saladin Parnasse, il met souvent en avant ses coachs. Mais il n'y a pas tant de combattants que ça qui mettent leur coach en avant. Les frères Younusov, ils mettent en avant souvent Fernand. Mais sinon, après, je trouve que euh, c'est très, très ingrat comme rôle au coach. Beaucoup de coachs aux US et au Brésil qui sont des mythos incompétents. Ah, ça, c'est sûr. Il y en a, c'est des guignols, hein. En fait, il y a des mecs, juste parce qu'ils ont combattu, ils pensent qu'ils sont bons coachs. Mais être coach, c'est dur. Il faut de la pédagogie, il faut être intelligent, il faut se former. Il y a des mecs, ils sont coachs, ils ont commencé coach, ils ne sont jamais formés. Ils ont fait les formations obligatoires en France, mais jamais tu les vois le matin regarder des analyses vidéo, prendre des notes. Moi, je suis un coach que vous devriez suivre sur Insta, c'est Ozzy MMA, je crois que ça s'appelle sur Insta. C'est Azamat, c'était le coach de Hamzat à son dernier combat. Très, très intelligent. Et sa manière de voir les choses, elle est très, très intéressante. En fait, le MMA, pour lui, c'est une science. C'est une science, un art. Faut étudier les choses, faut pratiquer, faut être intelligent dans ta réflexion. Et je trouve qu'il y a peu de coachs qui l'ont ça. Les coachs, ils vont te dire, ouais, ok, aujourd'hui, séance de MMA, on va travailler, amener au sol sur un single leg, transition sur ça. Ok, ils vont répéter, ils vont faire les drills et tout. Mais ils vont pas amener toute la science. Dans quelle situation il faut faire ça, quel timing. Est-ce que toi, par rapport à ton profil, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, plutôt toi, je verrais, ça sert à rien de toi de faire ce type de single leg. Il faut plutôt juste que toi, tu apprennes à le défendre. Mais toi, dans ton style, ça, c'est peu intéressant parce que
on va dire, tu n'auras jamais l'occasion de le faire comme ça ou de cette manière-là. Et ça, souvent, je trouve, il y a très peu de coachs qui le font, quoi. Il y a Fernand qui parle souvent de lui-même. Après, franchement, honnêtement, Manafa, moi, ça me dérange pas, les coachs qui se mettent en avant. Après, il faut pas que ce soit au détriment du combattant. Moi, je le dis toujours, moi, en tant que préparateur physique, ou que ce soit les coachs, etc., la priorité, c'est le combattant. Nous, on est les hommes de l'ombre. Mais il ne faut pas aussi que entre guillemets, que tu brises ta carrière, que ce soit financière et tout, pour un combattant ou des combattants. Il ne faut pas que tu te mettes dans le rouge financièrement. Il ne faut pas que non plus tu sois un peu le larbin du combattant, quoi. Je suis d'accord, parfois, certains combattants ne savent même pas où les mecs s'entraînent. Genre, qui est le coach de Faresiam, le mec est à l'UFC. Ouais, c'est dommage, je trouve. Après, je dis pas qu'il ne le met pas en avant, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, on ne sait pas qui c'est qui les entraîne. Après, il faut les suivre. Mais c'est vrai qu'ils mettent jamais leur coach en avant, quoi. Jamais ils parlent de leur nom. Ouais, les gars, allez le follow. Pour ceux qui veulent des coachings. Alors que les mecs, ils travaillent gratuitement, en vrai. Ils travaillent gratuitement. C'est dommage. Par exemple, là, ce que fait. Après, il faut aussi se vendre en tant que coach. Ça aussi, c'est le boulot de coach. Maintenant, on est les coachs, ils sont entrepreneurs. Donc, il faut se vendre sur les réseaux. Pareil que les combattants. Par exemple, je vous donne l'exemple. Pour moi, là, actuellement, les meilleurs coachs. Merci Joe R77, excuse-moi pour le follow. Les meilleurs coachs actuellement entre niveau et tout, et réseaux sociaux et gestion de l'image, c'est Clément Marcoux, Fernand, Adric Cassata, Nicolas Hott de Smart Fight. Fares, on sait qu'il a des poules et du miel. C'est vrai que je peux pas lancer la pierre sur Fares, il se met même pas en avant non plus. Ouais, enfin, ouais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que faut penser aussi aux autres. Parce que toi, tu vas gagner de l'argent, tu vas peut-être être bien financièrement grâce à ta carrière, mais tes coachs, eux, faut pas oublier que la plupart des coachs, ils auront l'opportunité de suivre dans leur carrière un, voire deux combattants de l'UFC dans leur carrière. J'ai une question pour toi. Dis-moi, frérot. Dis-moi, Joe R77. Mais ils auront l'occasion de suivre qu'un combattant de l'UFC dans leur carrière, voire deux peut-être. Mais ceux qui en suivent beaucoup, c'est trop rare. Est-ce que toi, je trouve qu'il y a trop d'arbres en France? Non, c'est bien les arbres. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, faut pas. Je trouve que c'est compliqué quand même après de faire une bonne carrière MMA, mais comme je disais, quand t'es pro, faut donner de la force à ces. Est-ce que t'as du miel qui vaut le coup? Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que t'as du miel qui vaut le coup? C'est quoi cette question, Manafa? Euh, ah. Donc voilà, je pense que c'est là où je voulais en venir. Et quand t'es pro, d'ailleurs, faut bombarder les réseaux. Pour moi, faut essayer d'être actif, surtout au début de carrière. Quand t'as moins de 10-0, faut au minimum combattre 3 fois, voire 4 ans par an. Et après, enfin, 10-0. 10 combats, je veux dire, par an. Et après, petit à petit, tu vas essayer d'être un peu plus pointilleux au maximum, essayer de vraiment combattre ce qui est intéressant pour toi. Qui bat Cédric Doumbé selon toi? Ben, il y a plein de gens qui peuvent le battre, Cédric Doumbé. Il n'est pas invincible. En vrai, en début de carrière, il faut choisir ses adversaires selon toi, bien sûr. Alors là, il faut choisir ses adversaires. En France, tu veux dire dans sa catégorie en 77? Des noms, tu veux des noms? Ah ouais, Dior, il est venu, il a foulé la chaîne, il veut du sang en fait. Les pubs Snap sur le miel me fument. Ah, j'ai pas Snap, moi, malheureusement. En 77, après, il n'y a pas tant de 77 que ça de très fort en France. Je dirais Baïsangour. 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 Ibrahim Mané, peut-être. Ibrahim Mané, je pense qu'il peut le battre. Il y a qui en 77 après de très fort? Abdul, si combattant en 77. Pourquoi vous rigolez, les gars? Abdul, ouais, je pense qu'en 77, il peut faire vraiment. S'il arrive au contact de Cédric, il peut lui faire du mal. Après, il faut qu'il arrive au contact sans se faire connecter, quoi. Abdul. Abdul, je pense qu'il peut lui faire du sale facilement. Sans manquer de respect à Cédric. Ouais, mais non, mais je parle en France. Après, dans le monde, je t'en mets. Tout le top 20 de l'UFC, même le top 30 de l'UFC peut lui faire très mal à Doumbé. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Mais ouais, en tout cas, gérer sa carrière de combattant, c'est pas évident, les gars. Kevin Jousset, ouais, je pense que Kevin Jousset peut lui faire. Peut lui faire bah, il est à 2-0 à l'UFC. Bah, qu'il faudrait. Il ouvre les yeux déjà. Attention, frérot. Hein. Ici, on est team Baki. Hein. Attention à pas parler de mon frérot comme ça. Hein. C'est juste que les gars, enfin, juste pour revenir, il lui ferme les yeux parce que déjà, de base, il est. Joe, doucement sur tes. Comment ça s'appelle? Sur tes messages, s'il te plaît. Faut un peu de respect. Hein. Bon, allez. Lui, on va le faire sauter. Tiens, il est vraiment bizarre, lui. Ah, il y a toujours des petites personnes comme ça. Hein. Il est fou, ce type. Ouais, il y a des gens, ils sont fous quand même. Attendez, j'arrive pas à cliquer sur lui, les gars. Je vais voir juste un truc sur lui. Euh, Ah ouais, bizarre, le mec. Ouais, je pense qu'il a 12 ans, les gars. Alors, comment je fais, lui, pour le bloquer? Alors, bannir. Voilà, je pense que c'est bon. On l'a banni, les gars. Ah! Putain, il est bizarre, ils sont bizarres, les mecs, quand même, hein. Déjà, la première question que j'avais posée, j'ai compris la douille du mec. Ils sont trop bizarres, ces mecs, en vrai. J'espère qu'il est mineur, le gars, quand même. Hein. Je comprends bien parce que Doumbé a bien choisi ses adversaires. Il y a des gens qui pensent qu'il est imbattable. Après, moi, Doumbé, il a très très bien géré sa carrière. Franchement, il a super bien géré sa carrière. Merci Manafa pour la modération en fait. Hein. Pas qui physiquement, je pense qu'il peut. Stylistiquement, je pense qu'il peut pas gagner Doumbé. Pourquoi Tarksplay, c'est intéressant. Ah merde, attendez. C'est quoi cette histoire? Vous pouvez parler là ou quoi? Gars, mettez un truc dans le chat, ça me dit. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est bon. Ouais, ça m'intéresse Darkplay pour le style. Ah. Putain, j'ai fait un long stream, les gars, quasiment 1 heure de stream. Je me demande s'il ne faut pas partir aux États-Unis pour Baki et les autres profils caucasiens faire un de fight dans une organe américaine. Moi, les gars, honnêtement, s'il peut, il faut qu'il chope la ceinture au Ares après qu'il parte. Hein. C'est toi qui la bonne ou moi? Je sais même pas, Manafa. Je pense que c'est bien PFL ou UFC là. Donc, moi, on peut pas lui retirer que c'est un très bon homme d'affaires. Ah, mais c'est un businessman, il a tout compris, lui. Je montrais qu'il a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème de visa. Ouais, après, le problème des visas, quand t'es tchétchène, c'est. Après, la nationalité française, déjà, donc ça aide. Quand t'es tchétchène, si tu te montres avec Kadyrov, c'est compliqué. Mais si t'as la nationalité française, je pense que ça pose moins de problèmes. Donc, voilà. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Hein. J'ai quasiment fait 1 heure de stream. Je commence à avoir très très soif à force de parler. On se dit à demain. Je sais pas de quoi on va parler, mais je trouverai bien évidemment, comme toujours. Hein. Merci d'avoir été là pour le stream. N'hésitez pas à vous abonner. Faites pas comme Jor 77, les gars. Faites pas le guignol comme lui. Abonnez-vous à la chaîne. Sur YouTube, mettez-moi des likes, des commentaires. Abonnez-vous. Pareil sur Twitch. Lâchez un petit subprime, c'est gratuit. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain. Peut-être je streamerai encore vers midi et demi, midi 40 comme ça. Allez, big up. Ciao.